Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Prime Politique. Aujourd'hui, nous sommes avec un représentant du réseau des jeunes leaders du Bénin. Par ici, on écume toutes les facettes de l'actualité socio-politique. On ne va pas déroger à la règle cette semaine. On parlera justement en prélude aux élections générales qui s'annoncent pour 2026, de ce qui se passe sur le terrain, pourquoi cette accalmie au sein des formations politiques, au sein des mouvements de soutien d'autre part, qu'est-ce qui se passe, et puis on parlera, si le temps nous le permet, de points qu'on pourrait faire sommairement des actions menées par le régime en place dans différents secteurs. Pour la circonstance, je suis avec, je le disais, d'entame, un digne représentant du réseau des jeunes leaders du Bénin, habitué désormais de ce plateau, que j'ai l'insi honneur de retrouver avec plaisir. Monsieur Cedro Agbanon, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Stanislas. Merci d'être là une fois encore, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien et vous? Ça va, je vais très bien. Et comme on se voit pour la première fois dans cette année, exactement, je vous présente nos meilleurs voeux. Merci bien. Et que notre collaboration, en tout cas, que vous soyez en parfaite santé pour répondre davantage à nos sollicitations par ici. Merci à vous et je vous renvoie aussi mes voeux les meilleurs. Merci beaucoup. D'abord les voeux de santé et à vous et à tous vos collaborateurs, à votre chaîne, pour tout le travail que vous faites. Oui. Et je vous souhaite encore beaucoup de belles choses à l'avenir. Merci. Je souhaite aussi une très bonne année 2025 au peuple béninois, aux sympathisants du réseau des jeunes leaders du Bénin qui sont avec nous tout le temps et qui nous soutiennent beaucoup dans tout ce que nous faisons. Donc, je vous remercie encore une fois de me faire cet honneur-là, de m'inviter sur votre plateau. L'honneur et le plaisir sont partagés par ici. Merci beaucoup à vous. Alors, on sait que 2026, ce n'est plus une question de plusieurs années maintenant, c'est l'année prochaine. Les choses devraient se préciser. On sait que d'ici à octobre prochain, on devrait avoir une idée des probables duos de candidats qui aspirent à diriger notre pays. Mais sur la scène politique, j'allais dire, Monsieur Agbanon, on sent une certaine accalmie. Tout est calme. Est-ce que vous, acteur politique, puisque vous l'êtes, est-ce que vous comprenez quelque chose à ce calme auquel on assiste aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, 2025 est une année très sensible. Très sensible dans le sens où nous allons vers 2026, qui est cette année où vont se dérouler les élections générales. Voilà, et compte tenu de l'agenda général, du code électoral, et puis, je dis toujours de l'agenda que, de façon en griffe, le chef de l'État a imposé. Ah bon? Oui, je dis imposé, c'est pas péjoratif, hein. Je dis imposé parce que dans le camp de la mouvance présidentielle, nous savons que le chef de l'État a dit pas de candidature ou de sollicitation de candidature, on ne parlera pas de candidature 6 mois avant les élections. Et donc, je pense que tout le monde s'est mis au pas. Et consciemment ou inconsciemment, même l'opposition aussi s'est un peu mise au pas par rapport à cet agenda-là. Donc, vous demandez, c'est pourquoi, comment est-ce qu'on peut justifier cette accalmie? Non, moi, je ne parlerai pas d'accalmie. Vous savez, je dis toujours, ce ne sont pas les agitations politiques ou les passages intempestifs sur les plateaux télé ou radio qui démontrent réellement la ferveur, l'action, le dynamisme politique. Non. Je pense que comme nous, les autres, s'activent politiquement, s'activent sur le terrain, parce que nous sommes très actifs sur le terrain, ça je le dis, nous sommes très actifs, on descend régulièrement vers la base, vers les populations, les écouter, leur donner notre vision par rapport à 2026. Donc, je pense que ce soit le bloc de la mouvance présidentielle ou le bloc de l'opposition, je pense qu'ils sont dans cette démarche-là, certainement. Et puis, nous avançons lentement, mais sûrement vers 2026. Et donc, comme vous l'avez dit, d'ici quelques mois, les choses vont se dessiner. Voilà. Donc, mais on n'était pas habitué à cela. Monsieur Agbanon, vous savez que sur l'échiquier politique, on sait quand même que
ça bougeait déjà. On a vu un peu à l'approche de 2016, on a vu un peu comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ou qu'est-ce que, justement, au niveau de l'échiquier politique national, les acteurs ont-ils peur de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, même s'il y a des actions souterraines qui se mènent, pourquoi ce n'est pas si visible sur le terrain aujourd'hui? Oui, je pense que c'est l'atmosphère. Vous savez, à chaque régime, son atmosphère. Et qu'on le veut ou non, le régime en place peut imposer par plusieurs manières le rythme. Voyez-vous, c'est un peu ça. Donc, en fond, je me permets de dire, en fond, il y a un adage qui dit « Gardez vos réunions et non blâmez nous nous quand. Gardez vos réunions et non blâmez nous couteaux. » Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Toujours est-il que les personnes restent actives à leur façon. Et puis, c'est une question d'objectif de chacun, de chaque camp. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas lieu à faire toute une histoire sur ce semblant d'accalmie-là. Mais, ce que je peux dire, c'est que pour nous, en tant que jeunes, c'est vraiment de se tourner résolument vers 2026. Et c'est le moment de se poser les bonnes questions. 2025 représente pour nous, les jeunes, pour la population, une année décisive. Je ne vais pas m'attarder sur les questions relatives à ce que chacun fait dans son obédience politique, non. Mais je parlerai par rapport à ce que nous faisons. Notre analyse, les questions qu'on se pose et qu'on voudrait que les populations se posent. Et personnellement, moi, j'ai fait beaucoup d'analyses par rapport à notre pays, de façon générale. Oui, avant d'en arriver aux analyses, si vous le permettez, Monsieur Agbanon, il y a que... est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit piège qui se dégage face aux populations parce que elles ne voient pas de candidat, elles ne voient personne. C'est à 6 mois qu'on va peut-être leur présenter des personnes qu'elles ne connaissaient pas ou des personnes pour lesquelles elles ne voudraient forcément pas voter. Est-ce que quelque part cela n'aura pas d'incidence sur l'expression de leur vote après? C'est justement là le rôle des hommes politiques. C'est là que l'homme politique doit se dégager. Et c'est justement là que je voulais parler de mon analyse et de ce que nous faisons sur le terrain. Allez-y. Alors, vous avez fait un constat, un bon constat. Mais quelle est donc la démarche, quelle est l'action que mènent les hommes politiques pour ne pas justement qu'on voit ce que vous êtes en train de dire? Nous menons la démarche d'expliquer déjà les enjeux, l'importance des enjeux de 2026, de sorte à ce que les populations puissent faire un choix judicieux, même si à cette date, aucun candidat ne se dégage. C'est un peu en quelque sorte la caricature de l'homme politique, du chef d'État à venir, mais mieux, pas que du chef de l'État, parce que ce n'est pas une question seulement personnelle, mais de quoi, vers quoi nous allons nous tourner. Et c'est là que je fais appel à la vision. La question de la vision d'un pays. Parce que, comme je le disais, moi j'ai fait beaucoup d'analyses. Et de 90 à nos jours, notre pays a toujours eu un problème de vision. Oui. Le vrai problème du Bénin, ce n'est pas un problème de manque de richesse, encore moins un manque de compétences. Mais c'est un problème de vision. Vous voulez dire que les régimes qui se sont succédés ont manqué de vision pour notre pays? On manquait de vision, pas totalement, mais tous les régimes ensemble et tout le peuple béninois, toute la classe politique a manqué de vision à long terme. Je vous donne, je vais dans le vif du sujet. Oui, allez-y. De 90 à, disons, 2026, nous pouvons dire que nous avons compté 4 différents régimes. Nous avons eu le régime du renouveau démocratique avec
Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a fait 5 ans, qui est parti. Et il y a eu le retour de feu général Mathieu Kéhikou, avec tout ce qu'on a vu, BF et tout. Et 10 ans après, on a connu le régime du changement. Le régime du changement avec la refondation et tout ce que tout ça, Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce qu'on constate? C'est que il n'y a pas une suite dans la vision. Il n'y a pas un suivi dans la vision. Et vous savez, on ne peut pas diriger un pays sans une vision claire, avec des objectifs bien définis et des résultats escomptés. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans une république démocratique. Donc les régimes vont se succéder. Mais si à chaque renouvellement d'un régime, il y a un éternel recommencement, alors il n'y a pas de vision à long terme. Moi, j'ai fait un constat. Vous savez, à la sortie des grandes guerres, une seconde guerre mondiale et autres, les États européens étaient dévastés. Mais ils ont eu le courage de s'asseoir et de définir une vision claire, avec des objectifs bien définis, auxquels ils sont restés collés. Et ils ont amorcé leur développement. Et ça n'a pas raté. Vous prenez des pays africains comme la Côte d'Ivoire, qui a été très développé sous le président Feu Félix Houphouët-Boigny, qui est resté longuement au pouvoir. Et c'est un avantage de rester longuement au pouvoir. Ah bon? Oui, un avantage. Je n'ai pas dit que c'est la meilleure chose. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Oui. Cet avantage-là, c'était quoi? C'est que le président Houphouët avait une vision qu'il a impulsée à son pays. Et étant donné qu'il est resté longtemps, ça a pris. C'est vrai, à la fin, il y a eu problème de succession, la guerre qu'on a connue et tout. Mais ce n'est pas forcément le fait qu'il soit resté longtemps au pouvoir qui a entraîné ces guerres-là. Non, le problème, il est ailleurs. Vous êtes sûr? Oui, très sûr. Ça, c'est un autre débat. Mais justement, il y a des cas en Afrique aussi. Au Cameroun, ça se dit. En Côte d'Ivoire aussi. Où la longévité des chefs crée suffisamment de problèmes à leur succession. D'accord. Pour ne pas aller d'un point à un autre sans finir mon analyse, je vais d'abord finir et je vais revenir sur cette question-là pour vous donner, moi, ma vision. D'accord. Et donc, en restant longuement au pouvoir, il a eu le temps vraiment d'impulser le développement de son pays. Et on sait tous que la Côte d'Ivoire fut un pays très développé. D'ailleurs, c'est grâce à tout ce qu'il a pu faire en son temps qu'aujourd'hui, il y a une certaine continuité dans le développement. Parce qu'il y a de grandes choses qui ont été amorcées. Il n'y avait pas d'autres Ivoiriens pour continuer. Mais d'autres Ivoiriens continuent aujourd'hui. Mais il a eu le temps de mettre les fondements de ce développement-là. Ça, c'est une réalité. Je prends par exemple le cas du Maroc, qui est et a été un grand pays développé aussi. Mais là, c'est une monarchie. C'est un royaume. Tout à fait. Voilà. Pour vous donner le cas de la dureté au pouvoir, en fait. Mais on ne peut pas comparer un royaume à une république. Non, pas du tout. Je vais vous faire cette analyse-là de façon vraiment bien séquencée. Allez-y. D'accord? Cas par cas. Le roi Hassan II, qu'est-ce qui a fait qu'il a enclenché le développement de son pays? Soucieux du développement de son pays et du bien-être de ses populations, il a réuni les cadres de son pays. Et même il a fait appel à des spécialistes du développement de par le monde entier qui se sont assis et qui ont analysé le peuple sur le plan sociologique et tout traditionnel et tout. Et ils lui ont conseillé certaines choses. Ils lui ont conseillé une vision. Et la vision était basée essentiellement sur deux choses. Ils ont conclu que le Marocain qu'ils ont analysé était un Marocain qui avait deux préoccupations majeures parmi tous les besoins fondamentaux qu'on peut avoir. Premier besoin fondamental qui est commun à tous les humains, c'est de ne pas dormir le ventre vide. Et deuxième chose, c'est d'avoir cette facilité, cette aisance de bien s'habiller quand il le veut et tout. Et en réfléchissant, ils se sont dit, c'est les deux secteurs qu'ils vont développer. Et pour ça, l'autosuffisance alimentaire. Il faut passer par l'agriculture
l'industrialisation, et puis ils ont développé l'industrie du textile. Ce qui a fait que dans les années 80-90, le Maroc était une grande puissance, parce qu'ils ont réussi à satisfaire totalement leur population, et donc à passer à l'exportation. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on avait des vêtements qui quittaient massivement le Maroc. Voilà, donc le Maroc avait envahi l'Afrique par ses vêtements. Et c'est ça qui a fait réellement le développement du Maroc, avec justement l'industrie du tourisme et tout ça. Mais il a eu le temps de faire tout ce qu'il a fait là, pendant des années. Parce que c'est une monarchie, c'est un roi. Alors, je reviens maintenant à notre pays, le Bénin. Que pouvons-nous faire? Nous sommes dans une république démocratique. Et notre constitution dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Et nous avons remarqué qu'à chaque succession ou à chaque régime successif, il y a un éternel recommencement. Il faut qu'on trouve une solution. La solution que moi je pense qu'il faut trouver, c'est de créer une charte de développement à valeur constitutionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne va pas réinventer la roue. On peut toujours faire cette grande analyse-là qui va réunir vraiment des sachants, des personnes compétentes de notre pays et même faire appel à des compétences extérieures. Faire la même chose comme au Maroc. Faire participer le peuple béninois aussi d'une certaine façon. Et sortir une vision globale à laquelle on va donner une valeur constitutionnelle. De sorte à ce que, même si un régime quitte le pouvoir, le régime qui le succède a déjà la trajectoire qu'il faut suivre. Parce qu'il y a des objectifs à atteindre, parce qu'il y a des résultats escomptés qu'on attend. À partir de là, même si c'est un régime opposant au régime précédent qui vient au pouvoir, la méthodologie peut changer, la feuille de route peut changer, mais la vision reste toujours la même. Et ce que nous avons dénoncé, on aimerait que celui qui succède au régime puisse éventuellement continuer dans la même dynamique de développement, mais en apportant des méthodologies beaucoup plus efficaces. C'est le peuple qui gagne. C'est tout. Mais avec ce qu'on voit là, moi, j'ai peur. Parce que je veux qu'on préserve les acquis sur plusieurs plans. Et on peut les citer. Donc, voilà la démarche dans laquelle nous sommes en tant que jeunes. Et voilà pourquoi nous sommes sortis en griffe de tous ces blocs-là pour créer notre mouvement. Certes, nous avons nos connexions, nos ramifications, mais il faudrait qu'on ait la liberté d'opinion parce que le pays appartient à nous tous. Et parlant nous de succession, contribuer justement à ce que ça marche. Parlant de succession, on sait qu'au niveau des formations politiques, ça ne bouge pas, du moins visiblement, on ne constate rien qui bouge. Mais quand même, il y a un compatriote qui, lui, a déclaré qu'il veut bien succéder au chef de l'État. Lui, c'est Kémy Séba, on le connaît pour son activisme panafricain sur les réseaux, on connaît son ton assez bouillant et tout. Est-ce que vous avez suivi sa déclaration? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai suivi sa déclaration, merci beaucoup. Kémy Séba, c'est un compatriote que je suis sur les réseaux sociaux. Et nous avons quand même certains points communs parce que moi aussi, je suis un panafricaniste. Le thème panafricaniste, à la limite, est devenu un peu péjoratif parce qu'il a été un peu galvaudé. Galvaudé par vous-même, les acteurs. Souvent, si vous voulez, mais une chose est sûre, il a été galvaudé. Mais le panafricanisme, c'est une vision. Et après, chacun a sa démarche du panafricanisme. Est-ce que lui, sa démarche était la bonne? C'est-à-dire, par rapport à la candidature? Par rapport à certains, non. Avant même d'annoncer sa candidature, on l'a vu sur certains dossiers qui touchent le Bénin, la façon dont il a pris position contre notre pays à l'extérieur, la façon dont il a décrié parfois les démarches qui étaient menées à l'interne. Est-ce que c'était de nature justement à apaiser les relations entre les pays avec lesquels il y avait quand même certaines situations? Est-ce que quand on est panafricaniste, on est tenu
on n'est pas tenu par la réserve plutôt que de tenir certains propos du genre comme il l'avait fait en son temps. Merci beaucoup. Votre question est très pertinente. Je ne vais pas juger, mais je vais apporter juste ma petite appréciation. Oui, allez-y. Vous avez demandé si, quand on est panafricaniste, est-ce qu'on ne devrait pas avoir certaines réserves? Ouais. Non, il n'est pas question d'avoir certaines réserves, mais il est plutôt question d'avoir un esprit de rassemblement. C'est deux choses différentes. Vous pouvez ne pas avoir de réserve, mais il faudrait que vous ayez un esprit d'union. Et si vous avez cette vision-là, tout ce que vous pouvez faire qui puisse aller dans le sens de l'escalade, du refroidissement des relations, vous devez éviter. Mais plutôt aller dans le sens de réchauffer les relations. Faites allusion aux crises qu'il y a eu entre le Bénin et le Niger. C'est aller dans tous les sens. Je pense que notre compatriote devrait jouer un rôle, de par sa position, de trait d'union, pour qu'il y ait de l'apaisement, pour que nos peuples se retrouvent. Les populations ne sont pas séparées, c'est la politique diplomatique qui crée ce refroidissement-là. Mais les populations sont toujours là. On est toujours avec les Nigériens, les Béninois sont toujours au Niger. Même si les frontières ne sont pas ouvertes, il y a toujours ce brassage-là. Donc les populations n'ont pas de problème. Mais en tant que figure emblématique ou en tant qu'homme politique ou tout ce que vous voulez, on doit toujours penser au rassemblement. Et moi, c'est le conseil que je peux donner à mon compatriote Kémy Séba. Et sur l'annonce de sa candidature? Alors, sur l'annonce de sa candidature, mais je dis que c'est un Béninois. Il a droit à aussi être candidat. C'est une très bonne chose. Mais je voudrais peut-être me prononcer un peu sur la démarche. Oui, allez-y. Alors, Kémy Séba a sorti 3 options pour être candidat. 3 options. La première option, c'est de faire appel aux démocrates pour pouvoir être candidat des démocrates, parce que si on tient compte du code électoral que tout le monde dénonce, grâce aux démocrates... Quand vous n'allez pas dire que tout le monde dénonce le code électoral. Bon, quand je dis tout le monde dénonce, c'est un peu excessif, c'est vrai. Certains émettent des réserves, mais tout à fait. Voilà. Mais bon, voilà, vous m'aurez compris. Allez-y. Et donc, la première chose, c'est de pouvoir être candidat à travers les démocrates. La deuxième option, c'est de faire une coalition, de sorte à un peu faire pression pour qu'on puisse changer le code électoral. Et la troisième option, c'est ce qu'il a appelé l'opération, je crois, Jéricho, qui se décline en plusieurs points, mais dans laquelle il ressort clairement la désobéissance civile. Alors moi, je dis, il faudrait qu'on fasse attention. C'est vrai, c'est un droit constitutionnel, tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est là? Et une fois encore, moi je dis, il faut qu'on prône la paix et le rassemblement. Quand vous, même si c'est politique, vous avez un objectif, une ambition, et que vous étalez déjà 3 options, c'est-à-dire que vous avez plan A, plan B et plan C. Donc vous voulez coûte que coûte être candidat. Coûte que coûte être candidat. C'est un peu délicat. Je ne vais pas aller plus loin. Si vous dénoncez le code électoral, dénoncez-le jusqu'au bout. Choisissez une option ferme, coalition, dénonçons le code électoral, jusqu'à ce qu'il nous permette à nous tous d'être candidats. Mais de là à passer à option A, être candidat à partir des démocrates. Bon, si ça ne marche pas là-bas, je fais en sorte qu'il y ait une coalition pour que... Non, ça veut dire qu'il y a déjà trop de tâtonnements. Et
Et puis le caractère vindicatif de l'action, moi je n'aime pas. Je n'apprécie pas. On n'a pas besoin. Notre pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. C'est vrai, on peut reprocher tout ce qu'on veut, mais la dynamique de développement dans laquelle le pays est inscrit, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de rassemblement. Trouvons des moyens pacifiques de nous retrouver, de sorte à ce que 2026, on puisse avoir un président qui sera proche, en tout cas, dont le rassemblement sera le socle, rassemblement de tous les Béninois, et qui sera dans la vision de porter, d'améliorer les actions, les belles actions du gouvernement, celles qui ont marché, et de faire encore plus. Donc c'est dans cette vision-là que nous sommes inscrits. Vous êtes. Voilà. D'accord. Et parlant d'action, justement, à améliorer, on a observé quand même de 2016 à aujourd'hui que le régime en place a fait quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'ira pas en profondeur de tout ce qui a été fait, mais la question du développement a été amorcée sur plusieurs aspects. L'insertion des jeunes dans l'emploi, la question du chômage, les infrastructures et autres. Quand on voit ces différents aspects-là, est-ce que quelque part, le chef de l'État n'est pas à féliciter? D'accord. Alors, moi, je vais aborder quelques aspects du développement parce que en tant que citoyen béninois, je pense tous les jours au développement de mon pays et je réfléchis sur ce qu'on pourrait faire pour que notre pays soit développé. Donc, c'est les secteurs dans lesquels j'ai pu mener des analyses, des réflexions. C'est sur ces secteurs-là que je vais me prononcer. Allez-y. De base, j'ai toujours dit que c'est l'agriculture qui doit être le socle de notre développement. Et le président Patrice Talon l'a compris. Il a entrepris de grands chantiers, de grands investissements. C'est à féliciter. Moi, je dis toujours, à côté de ça, où sont les limites? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui se fait qui ne fonctionnera pas? C'est ça qui me préoccupe. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait une lettre ouverte dans laquelle j'ai remis en cause la création des 30 lycées agricoles. Je vais vous en dire plus. Ça, par exemple, c'est une action bien précise pour dynamiser le secteur agricole. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense de cette action. Vous savez, les grands pays agricoles n'ont pas eu besoin de créer des lycées agricoles, de former les gens pour l'agriculture avant d'atteindre le niveau de développement qu'ils ont atteint. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Très bien. Je prends par exemple le cas du Brésil, qui est un très grand pays agricole, éleveur et tout. Vous savez, la tranche de producteurs agricoles et éleveurs représente quel pourcentage? Pas plus de 3%. Autour de 2%. Je viens en Afrique, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui a été un très grand pays agricole, qui l'est toujours, grâce à l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny. Qui sont les agriculteurs? Ce ne sont pas des jeunes qui ont été formés dans des écoles, non. Ce sont les agriculteurs traditionnels. Ceux dont l'agriculture est une vocation naturelle. Ce sont nos paysans et les enfants de ces paysans. Ce sont eux qu'il faut aider. C'est à eux qu'il faut apporter les moyens nécessaires et en griffe peut-être des formations. Et quand je parle de formation, c'est uniquement des formations parce que voilà, il faut industrialiser, mécaniser l'agriculture, le secteur. Donc l'utilisation éventuellement de certaines machines, c'est là qu'on peut les former. On peut leur apporter des semences, des meilleures semences, de meilleurs plants. Mais aller former des jeunes dans des écoles pour qu'ils deviennent agriculteurs, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Je vais vous expliquer.
Dans le programme, il est dit qu'on va créer 30 lycées agricoles sur toutes les étendues du territoire national. Ouais. Et de ces 30 lycées agricoles, là vont sortir 48 000 jeunes par an, je crois. Hein. Mais vous imaginez la quantité de jeunes qu'on déverse dans le pays qui auront besoin de travailler. Au bout d'une formation agricole, ce que vous devez faire quand vous êtes apprenant, je pense que c'est de vous mettre à votre propre compte. Mais ils se mettent à leur propre compte. Comment? On dira que l'État va les financer, d'accord. Mais où sont les terres? Le Bénin fait 11 millions d'hectares. Et les terres cultivables, c'est autour de 2 600 hectares. Et je crois que ça a encore diminué parce que les statistiques que je vous donne remontent à quelques années. Comment est-ce qu'on veut pouvoir attribuer ces terres-là à tous ces jeunes-là, chaque 2 ans ou chaque 3 ans, pour qu'ils puissent faire de l'agriculture de sorte à ce que le Bénin soit un pays, un grand pays agricole? À un moment, ça ne va pas passer. Et puis, ces terres, est-ce qu'elles appartiennent toutes à l'État? Non. Donc, il y aura un problème d'auto-emploi de ces jeunes-là à la fin de leur formation. Supposons encore que ces jeunes constituent une force ouvrière. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller former un jeune 3 ans pour qu'il devienne une force ouvrière dans une plantation? Non. Parce qu'il y a la mécanisation, justement. Aujourd'hui, pour faire de la culture de, je prends un exemple, de tomates sur 50 hectares, il ne faut pas plus de 5 ou 10 personnes pour exploiter. Parce que vous avez des machines pour défricher, vous avez des machines pour planter, vous avez des machines pour récolter. Tout. Donc, à quoi vont servir ces jeunes-là? Et c'est ce que c'est sur ça que j'attire l'attention, justement, du gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on aille jusqu'au bout et qu'on se heurte à un mur plus tard. On risque de créer des chômeurs à l'avenir. Donc, ce que moi je propose, c'est qu'on puisse se recentrer sur ces agriculteurs-là, leur donner les moyens qu'il faut, de sorte à ce que ce soit eux qui deviennent les grands cultivateurs, les grands producteurs, et donc par ricochet, leurs enfants. Parce que le cultivateur qui est au fin fond de Savalo, si au bout de 3 ans, 4 ans, ce qu'il a l'habitude de faire comme culture lui réussit très bien, je ne pense pas que son enfant va courir, venir en ville pour venir faire des médias ou tout ce que vous voulez. Il va voir que, mais dis donc, ça marche bien, j'ai des opportunités, il devient cultivateur. Même son enfant qui est déjà à Cotonou peut-être, qui est, je ne sais pas, à qui il a payé ses études, qui est au campus, qui finit ses études, vous allez voir qu'il retournera à la terre avec une meilleure méthode, avec une meilleure vision. Je prends par exemple le cas de l'industrialisation. GDIZ. Super. Une zone économique spéciale pour favoriser l'industrialisation. Parce que vous dites agriculture, forcément vous devez dire industrialisation. Aucun pays ne peut se développer s'il n'est pas industrialisé. Ça c'est clair. Et nous le disons il y a très longtemps. Nous sommes contents que le gouvernement ait pris justement cette voie-là. Mais vous allez à GDIZ aujourd'hui, vous allez voir que la majorité des industries qui sont là ont des capitaux extérieurs. Ce sont des étrangers. C'est vrai, c'est bien. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup plus de capitaux locaux. C'est ouvert aux capitaux locaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas? C'est là, justement, il faut se poser les bonnes questions. Vous avez la réponse à cette question? Je vais vous donner la réponse. Oui. Je vais vous donner la réponse. Alors, c'est une vision, une dynamique que le gouvernement a lancée. Pourquoi est-ce que les Béninois n'y vont pas? Vous savez, il faut aussi faire une étude sociologique et historique. Le Béninois lambda
il y a des riches au Bénin, des nantis, je veux dire, qui peuvent investir à GDIZ, mais ils n'y vont pas, tout simplement parce que ils ne sont pas dans cette culture-là. Ils n'ont pas été moulés dans cette culture. Ils sont dans leur zone de confort, d'import-export, d'achat-vente. Donc, ce sont les étrangers qui perçoivent le bien fondé de GDIZ et qui, à coup, investissent. Et les Béninois sont là, ils regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Le rôle de l'État, c'est justement de savoir que ces populations ou ces personnes qui sont capables d'aller investir à GDIZ ne sont pas dans cette logique-là parce qu'elles sont dans leur zone de confort. Et donc, c'est de faire en sorte de faire une incitation de sorte que les gens aillent investir. Que ce soit des personnes qui aient les financements, c'est-à-dire les moyens financiers, ou même des personnes qui n'aient pas de moyens financiers. Parce qu'on ne peut pas réserver seulement l'investissement aux riches. Il faut qu'on comprenne que sur plusieurs secteurs, il y a des choses qui sont faites et que nous devons forcément continuer dans l'amélioration de ces choses-là. Donc, pour votre question, est-ce qu'il faut féliciter le président Talon? Je dis oui. Après, ça ne veut pas dire que tout est rose, ça je le dis. Mais faisons attention à ne pas, comme le disait le président Yaïboni, tacher le boubou blanc d'huile rouge parce que, attention, vous pouvez le porter aussi un jour. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sergio Agbanon, pour vos analyses assez pertinentes, je trouve, quand même, sur les politiques de développement et les actions menées. Pour vous, justement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut justement continuer, préserver surtout les acquis en apportant justement des idées novatrices pour la construction de notre pays. Vous parlez aussi de la proposition d'une charte de développement qui sera constitutionnalisée afin que chaque régime puisse s'inspirer de cette charte-là et continuer les actions des régimes qui précèdent. Merci beaucoup d'être passé par ici. Nous sommes à la fin de ce programme. Je vais vous laisser dire un mot justement en guise de conclusion, une adresse à tous ceux qui appartiennent au RJLB, pourquoi pas. Avant de conclure, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je dis toujours, je l'ai toujours dit, le dernier coup magnifique que le président Patrice Talon pourra faire, c'est vraiment de céder le pouvoir, de faire une bonne transition. Et il sera dégagé à l'aise. Mais s'éterniser, ce sera, je pense bien, quelque chose qui risque de rattraper dans le temps. Et c'est pas bien. Donc, je ne dis pas ça fondamentalement pour 2026 ou quoi que ce soit. Non. Mais il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on travaille à ce qu'on ait réellement des élections libres et transparentes dans notre pays. Ça, c'est une question purement politique. Il faut que la classe politique puisse résoudre ce problème-là. De sorte à ce qu'on aille aux élections et qu'on sorte les gens, on ne dise pas oui, il y a eu fraude. Non. Si les institutions, si les organismes qu'il faut pour organiser les élections fonctionnent bien et qu'il y a le consensus, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Et encore une fois, je rappelle que 2025 est une année très sensible et que nous pensons déjà au prochain président. Quand bien même il n'est pas encore sorti du fourré, il faudrait que ce soit une personne qui puisse prôner le grand rassemblement. Que cette personne soit le trait d'union entre la mouvance présidentielle, la mouvance de l'opposition et la masse populaire. Je dis bien et la masse populaire parce que la masse populaire aujourd'hui ne se retrouve pas dans ces deux grands blocs-là. Elle observe et elle manque de leader. Elle manque de leader parce que les politiciens, il faut le dire, ont échoué. Il faudrait qu'on puisse avoir un prochain président qui puisse être rassembleur et qui puisse aussi se baser sur les acquis de développement que nous avons aujourd'hui pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique plus efficace naturellement. On dit toujours que c'est à l'ancienne corde
il faut tisser la nouvelle. Il faut éviter la rupture brusque. Nous avons commencé une nouvelle ère de développement au Bénin. Il faudrait qu'on puisse être accroché à cela. Donc ça, c'est mon message pour cette année 2025. Et forcément, 2025 nous réserve beaucoup de grandes surprises. Et j'espère que ce seront de belles surprises. Exactement. Voilà. On l'espère vivement. Merci beaucoup à vous. Merci. Monsieur Cedro Agbanon, vous êtes coordonnateur adjoint du RJLB, Réseau des jeunes leaders du Bénin. Vous étiez mon invité dans le cadre de ce programme Prime Politique. Merci une fois encore à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme.